maintenant une discussion alors générale qui peut s'organiser de plusieurs manières, transversales, sur les thèmes qui viennent, ou aussi également sur ce qu'on pourrait appeler la périodisation. Tu avais raison de vouloir intervenir dans la suite, puisque en fait, ton intervention vient en quelque sorte en biseau recouper, recouvrir et prolonger les premières interventions. Mais globalement, nous couvrons une période qui est une période longue, enfin, une période d'un peu plus d'une vingtaine d'années, des années 20 au début des années 50, mais qui finalement, à travers ce que vous dites, apparaît comme une période dans laquelle il y a énormément, j'allais dire, c'est pas des tâtonnements, mais il y a quand même un nombre important d'expériences et de moments qui sont alors affectés par la conjoncture politique générale et qui en même temps donnent l'impression, dans les conclusions de Pierre Kahn, il insistait sur malgré tout les éléments de continuité, malgré tout en insistant sur ce qui s'était préparé dans la période, par exemple 24-33, et qu'on retrouvait après. Je trouve que c'est un parti pris à la fois sympathique, mais qui demeure en même temps, non pas à vérifier, mais à discuter pour savoir de quoi parle-t-on dans la continuité. Le souci de l'école, vous avez pris la métaphore de l'école de Villejuif, dont la politique municipale, vous avez cité les élections de 29, qui font une part importante aux questions de l'école du point de vue du Parti communiste. Vous savez que c'est une période de forte tension entre les élus locaux, enfin les élus municipaux et la direction du Parti communiste qui reproche à ces élus locaux de ne pas faire assez de politique générale pour aller vite. Hein. Et il y aura d'ailleurs des scissions, des départs d'élus locaux, pour certains qui reviendront. À Villejuif et Vaillant-Couturier en est un exemple. Il a une grande, comment ce qu'on pourrait appeler, un grand discours qui adhère aux lignes générales du parti, encore qu'il soit critiqué et mis au placard à l'humanité dans la période 27-32, hein, faut jamais l'oublier. Et dans le même temps, le même Vaillant Couturier développe un certain nombre d'idées qui lui sont chères et qu'il ne faut pas confondre complètement avec ce qu'on pourrait appeler la politique du Parti communiste. Alors moi, j'avais une question à vous poser à tous, c'est qu'est-ce qu'on peut appeler une politique scolaire du Parti communiste? Qu'est-ce qu'on appelle? Parce que on a l'impression qu'à certains moments, il y a ce qu'on pourrait appeler l'intervention des communistes dans le champ scolaire. Est-ce que ça fait une politique? Ou plus exactement, est-ce qu'il y a une politique construite, élaborée? Elle se veut construite et élaborée dès la période de la bolchevisation. Mais en réalité, ça n'est pas si simple que ça. Ma deuxième question, c'était de savoir si la période classe contre classe ne serait qu'une simple parenthèse dans une tradition qui viendrait de bien plus loin de ce qu'on pourrait appeler une approche par le mouvement ouvrier de la question scolaire depuis l'époque du Second Empire, c'est-à-dire une critique des politiques obscurantistes, des politiques d'État, l'apologie de l'enseignement polytechnique, l'enseignement pour le monde ouvrier, et pas seulement pour les classes bourgeoises. Ou est-ce qu'en fait, il n'y a pas quand même une rupture entre les premières années du Parti communiste, des années 20-24 que vous citez, avec tout un travail, non pas expérimental, mais qui prolonge toute une réflexion antérieure, et celle du Front populaire, où on est ailleurs. On est ailleurs, moins dans l'innovation pédagogique ou sur les contenus que dans l'innovation sur ce qu'a présenté Stéphane, une politique globale, là, un essai de politique scolaire globale alternative et quasiment de gouvernement dès les réflexions de Vallon. Roger. Oui,
en fait une remarque avec une question qui est une question un peu générale à la fin. Ma remarque, c'est autour de la question continuité-rupture. Je pense qu'effectivement, ça mérite, comme vous l'avez fait les uns et les autres, de pousser à la réflexion. Moi, j'ai l'impression que à partir de la création du parti en 1920, la grande préoccupation, qui est la préoccupation des communistes, j'allais dire, c'est de faire la différence avec ceux dont on se sépare. Et la différence, elle se fait autour, dans les mots du dilemme réforme ou révolution. D'une certaine manière, ça recoupe ce que vous appelez, vous, le pari et le soupçon, mais j'allais dire, c'est les termes qui sont les termes et l'univers culturel qui est celui des communistes. Et ce qui va faire la différence entre la période du départ, me semble-t-il, et la période qui s'ouvre avec le Front populaire, c'est la manière de faire vivre cette différence. Je pense qu'au départ, et à mon sens, ça recoupe à la fois la période de la bolchevisation et la période de classe contre classe, la différence, elle se fait sur le registre de l'absolu. C'est-à-dire, c'est l'altérité complète que l'on valorise. L'altérité communiste par rapport à tout ce qui existe, c'est-à-dire par rapport à ce que peuvent dire les socialistes, mais par rapport, j'allais dire, à la République elle-même, aux républicains. C'est l'altérité, et une altérité qui se nourrit de l'idée que vous avez développée, c'est la réforme en système capitaliste, ça n'a pas de sens, ça ne peut pas exister, et par conséquent, il ne peut pas y avoir, j'allais dire, véritablement de propositions alternatives. Et donc, dans cette conception de la culture, et à mon avis, c'est la même chose, par exemple, sur la question des nationalisations, auxquelles les communistes opposent la socialisation intégrale, il ne peut pas y avoir de projet, en quelque sorte, alternatif dans cette conception-là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a effectivement une rupture qui s'opère à partir de 1934. La rupture, à mon sens, elle se fait d'abord sur l'idée qu'il y a de l'héritage. Dans la phase précédente, l'héritage, on n'en parle pas, on le refuse. C'est le passé, c'est le capital. Il y a un héritage, mais je crois que il y a en second lieu l'idée qu'à partir de 1934, la différence, elle ne se marque pas d'abord, j'allais dire, dans l'opposition. C'est les communistes se distinguent des socialistes, mais pas sous la forme d'une rupture totale. Et donc, ça conduit petit à petit, j'allais dire, à intégrer l'idée que les communistes ne doivent pas simplement refuser, mais qu'ils doivent aussi, d'une certaine manière, apporter une construction qui est une construction alternative. Mais à mon avis, en faisant attention au fait, j'ai l'impression, mais je voudrais savoir si vous en êtes, si vous sentez les choses de la même manière, pendant la période du Front populaire, il n'y a pas encore de politique scolaire au sens de, par exemple, programme alternatif. Il y a des propositions, mais il n'y a pas de programme. Le programme dans la culture communiste vient à la fin simplement du Front populaire et va se développer par la suite, mais à la fin du Front populaire. Au départ, il n'y a pas besoin de programme parce qu'on reste dans l'idée que dans le capitalisme, on ne peut pas transformer les choses fondamentalement. Donc, il n'y a pas besoin de programme. Le programme, ça vient après. Donc, ceci pour, comment dire, déboucher sur l'idée. À mon sens, ça pourrait être utile de comparer ce qui se fait sur la question de l'école avec, par exemple, le débat sur les nationalisations, hein, qui se déroule. C'est un processus, la prise en compte, par exemple, de l'idée de nationalisation dans le PC, qui s'étale, on va dire, du Front populaire jusqu'à la libération. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, peut-être, peut-on dire qu'on peut repérer sur la question scolaire un même processus, des propositions alternatives qui, dans un premier temps, restent articulées à l'idée
dans le capitalisme, il ne peut pas y avoir de réforme. Avec l'apparition de l'idée, on peut être porteur de réformes profondes à l'intérieur même du système, et là, on arrive à la question de programme. Mais ma question, donc, de ce fait, c'est vraiment une question hein, que je vous pose. J'allais dire, le dispositif intellectuel reposant sur l'opposition du pari et du soupçon. Vous l'avez tiré notamment, j'allais dire, d'une vision longue que je trouve extrêmement intéressante, j'allais presque dire, du mouvement ouvrier, c'est-à-dire en commençant avec Jaurès, le syndicalisme révolutionnaire, etc. Est-ce que il n'y a pas le risque, c'est pas un risque, enfin oui, je le dis comme tel, hein, prenez-le, ne le prenez pas évidemment comme une critique, est-ce qu'il n'y a pas le risque de ce fait d'utiliser pour penser la question du rapport du PC à l'école, d'utiliser des concepts qui sont des concepts extrêmement généraux, qui sont valables sur plusieurs périodes et qui concernent éventuellement plusieurs forces politiques différentes. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant intellectuellement d'articuler un concept qui est un concept général, j'allais dire très performant pour la réflexion générale sur les politiques scolaires, avec, j'allais dire, un type de conceptualisation peut-être plus adapté à l'objet communiste lui-même, et donc qui renvoie plutôt à ce que j'évoquais au départ, c'est-à-dire cette idée, la grande préoccupation du PC, c'est il faut justifier son existence et son utilité par la différence, et notamment par la différence avec celui qui, a priori, est peut-être jugé comme le plus proche, c'est-à-dire le Parti socialiste CFIO. Voilà, c'est une question qui est pas vraiment une question, c'est juste quelques éléments de réflexion, peut-être pour intégrer la réflexion sur PC et école à la fois dans le débat général sur l'école, qui ne concerne pas que les communistes, et de leur accorder en même temps, j'allais dire, à une dynamique qui est une dynamique interne au communisme lui-même. Bon, je veux bien commencer à réagir. Pierre me succédera, me complétera. Je pars de la dernière remarque, question de Roger Martelly sur le décalage possible entre des concepts extérieurs et des concepts plus internes. Hein. Bon, pour attraper une problématique, il faut bien choisir des concepts. Hein. Nous avons choisi ceux-là. Ils peuvent être effectivement critiqués, mais ils nous ont paru quand même fonctionner, d'autant plus que le Parti communiste, à un moment donné de son histoire, assez rapidement, me semble vouloir incarner hein, l'ensemble du mouvement ouvrier. Hein. Donc, des concepts appliqués au mouvement ouvrier, même si ce sont des concepts externes à la logique communiste précisément, peuvent, me semble-t-il, fonctionner. En tout cas, nous les prenons et je crois qu'il faut les prendre comme des outils plus ou moins heuristiques. Nous espérons, et d'ailleurs, il y a des convergences entre l'intervention de Stéphane et puis vos analyses hein, aux uns et aux autres, entre l'utilisation de ces outils et puis ceux qui sont les vôtres. Hein. Donc, de ce point de vue-là, quand vous parlez d'alternatives ou de différences, il nous semble que on est dans une problématique de l'alternative entre le pari et le soupçon. On peut discuter de la pertinence même des termes, mais on est bien là-dedans. Alors, quant à l'absence de politique scolaire proprement dite initialement, hein, notre objet, c'est bien la recherche
de la construction de cette politique scolaire, hein, avec un certain nombre d'éléments dialectiques, hein, qui se recoupent d'une période à l'autre. Hein. Alors, différence avec les volontés de se différencier d'avec les socialistes, oui, sauf que au point de départ, me semble-t-il, hein, dans les années 21-22 et jusqu'à la crise de fin 22, hein, il me semble qu'il y a des confusions même d'appartenance, hein, et des difficultés à dégager une position communiste particulière. En matière d'école, en tout cas. Alors, le thème de la politique scolaire est absent, hein, des différents congrès. Là, je les ai pointés, 1925, 1926, 1929, 1932. Hein, pas d'allusion aux questions scolaires. Bon, dans les 21 propositions de l'international, pas de point sur la question de l'école proprement dite. En revanche, dans le congrès de 1924, une commission, hein, des études municipales où on voit poindre une préoccupation plus marquée concernant les questions de scolarité. Hein. Et à ce troisième congrès de 1924, Jean Garchery a rapporté sur le programme municipal. Et donc, il y a bien une esquisse de politique scolaire, mais elle est cantonnée au plan municipal, elle n'a pas de caractère central. Hein. Voilà, donc quelques éléments pour répondre à la fois à la dernière question de Jean Garchery, de Roger Martelly, pardon, et à une interrogation initiale de Serge Volikov. Pierre, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Vas-y Pierre, je dirai un mot après. Non, je simplement dire que moi, je trouve l'intervention de Roger Martelly assez pertinente. Elle me fait réfléchir. Je pense qu'il a raison d'une certaine façon d'essayer de spécifier ou de préciser la spécificité communiste de la logique du soupçon. Et l'idée d'altérité me semble assez vraiment intéressante là-dessus. Reste que, moi je rejoins André là-dessus forcément, il me semble que cette spécification est une spécification d'une catégorie plus générale, quoi. Et c'est cette catégorie plus générale qui nous a guidés. Mais c'est vrai que il y a une particularité communiste et qui est effectivement le refus. Oui, la différence. Mais je préfère encore pas le terme d'altérité au terme de différence. Quant à la question de la politique scolaire, je suis d'accord qu'elle n'a pas commencé en 1934, qu'elle fait les premières esquisses d'une véritable politique scolaire sont un peu plus tardives. Reste quand même, me semble-t-il, à partir du tournant de 1934, ce que je continue de considérer comme un tournant quand même, hein, assez profond, que c'est ce tournant qui va déboucher sur l'idée d'une politique scolaire. Parce que dès l'instant, effectivement, qu'on ne se situe plus dans une logique de rupture ou d'altérité, hein, effectivement, on peut proposer quelque chose comme une politique scolaire, c'est-à-dire qui admet d'une certaine façon que, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, le parti se veut ou se réclame se réclame être un parti de gouvernement ou potentiellement de gouvernement. Mais le tournant, c'est 1934, même si les premières ébauches de politique scolaire, c'est un peu plus tard. Peut-être juste la continuité, après on regardera les… Ah, mais si Roger veut dire moi, allez-y, vas-y Roger. Après, on regardera les Alors, questions. vous avez plusieurs questions de Pierre Roche qui me semblent vous concerner à différents titres et auxquels peut-être ça mériterait une réponse sur notamment les retours, la reprise en 1949 de certains éléments de la politique de classe contre classe ou de la politique de classe. Comment articuler cette idée que les critiques ou les positions critiques
du temps de ce qu'on va appeler les débuts de la guerre froide, mais aussi d'un autre tournant politique général du Parti communiste? Est-ce que ça recoupe vraiment la politique d'avant 1934 ou c'est quand même autre chose? C'est-à-dire qu'il y a… Bon, ça c'est une première question qu'il vous pose. Et il vous pose la question de la laïcité comme indicateur général des positions du parti sur la question de l'école. Ça ne manque pas d'être une question transverse et de longue durée. Alors là, du coup, ça me permet de répondre aux premières questions en même temps. Moi, il me semble que… Alors déjà, sur différentes questions. La première chose qui ressemble à un programme, il me semble que c'est le texte de 43 pendant la Résistance. Voilà. Donc, et d'ailleurs, Cognot l'appelle esquisse de… Voilà. Donc, avant, on a des positions individuelles, parfois collectives, mais du coup, le programme de 43, qui donne lieu quand même, enfin, qui est inspiré par Vallon et qui donne lieu au plan Langevin Vallon, finalement, c'est un aboutissement après moult contradictions. Voilà, c'est le dépassement d'un certain nombre de contradictions. Mais du coup, effectivement, pour répondre à Serge, non, avant, il n'y a pas de politique scolaire. L'intervention de différents communistes sur la question ne fait pas une politique scolaire avant. Il y a des positions plus que voilà, un projet. Sur ce que disait Roger, alors, moi, il me semble que je rechigne à tomber dans un des deux côtés, quoi. Voilà. D'un côté, je rechigne à effectivement les concepts un peu larges. Ben, il faut leur faire payer le prix du détail. Je comprends bien ta question, voilà. Et en même temps, je pense qu'aussi qu'au niveau des sciences sociales et de l'histoire, on gagne aussi à ne pas être prisonnier de l'objet pour regarder en quoi l'objet est aussi, bon, je ne vais pas dire surdéterminé, mais quand même largement pris dans des choses plus larges. Et peut-être qu'au fond, parce que je pense que tout n'est pas que politique, je suis à la fois entièrement d'accord avec l'hypothèse de Roger, où notamment dans les premières années, il faut se démarquer, puisqu'on a dit qu'on se séparait, il faut bien les bonnes raisons, il faut le montrer. Mais en même temps, je pense que les militants, qu'ils soient socialistes ou communistes à l'époque, leur seul baromètre, c'est pas de se démarquer les uns des autres. C'est de faire face à des conditions de vie, à des conditions réelles. Et donc, certes, en répondant à ça, simultanément, ils cherchent à se démarquer. Voilà, nul n'est naïf ici. Mais la crise économique, la montée du fascisme, comment on fait pour que l'aspiration des familles populaires qui va grandissant trouve un débouché. Enfin, il me semble que c'est des questions qui surdéterminent le fait que les partis vont se tirer la bourre, quoi. Donc, même si c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux à la fois, quoi. Voilà. Et donc, moi, je trouvais utile les outils que proposaient les collègues. D'ailleurs, même si je les avais pas intégrés, je les ai repris à mon compte à l'oral. Mais du coup, effectivement, en leur faisant chaque fois, les spécifiant et en regardant dans la période ce qui se traduit. Et je pense que, y compris pour finalement aussi donner raison à Roger, je pense qu'il faut regarder ce qui se joue dans les positionnements du parti, y compris dans la référence à l'URSS. Parce que je crois qu'on a du mal à comprendre le tournant de 31, 32, enfin, c'est pas un tournant, mais les prémices, les premières traces de ce qui va donner lieu au tournant de 34, s'il n'y a pas les grandes réformes soviétiques de l'éducation. Enfin, il nous manque un truc, quoi. Voilà. Donc, c'est à la fois spécifique au milieu communiste et en même temps, c'est surdéterminé par des choses un peu plus larges. Mais vas-y, Roger, avant qu'on réponde à Pierre Roche. Le bouton, Roger, le bouton. Voilà. Oui, je ne suis pas du tout contre le couple du pari et du soupçon. Hein. Voilà, pas du tout, pas du tout. Simplement, ce que je vous posais comme question, c'est est-ce que dès l'instant où on essaie d'avoir un cadre d'interprétation, il ne faut pas s'efforcer d'articuler au fond ce qui est des débats propres au monde éducatif, les débats sur l'école
et sur la transformation de l'école qui remonte loin dans l'histoire, j'allais dire, de la République et du mouvement ouvrier d'un côté, et d'autre part, des types de préoccupations et de logiques qui sont propres à l'institution communiste. Moi, j'aurais tendance à me dire, je plaiderais pour combiner un petit peu les deux cadres généraux. Ensuite, voilà, ensuite, sur la question, je veux dire tout de suite, par rapport à ce que disait Pierre, la rupture est 34. C'est une rupture culturelle et politique. Mais la rupture de 34, elle porte sur l'héritage, d'une part, désormais pour les communistes, il y a un héritage, et d'autre part sur le fait que, à partir de 34, la différence ne se pose pas, j'allais dire, de manière absolue sur le registre de l'opposition radicale, mais à partir de 34, il y a à la fois identité et rassemblement. Et que c'est ça qui est la grande différence. Sure. Mais dans un premier temps, et à mon avis, jusqu'à la fin de la période du Front populaire, j'allais dire, cette rupture ne conduit pas le Parti communiste à se dire qu'il est véritablement parti de gouvernement, c'est à partir de 37-38 que ça apparaît, et qu'il est donc porteur d'une vision alternative qui doit se traduire pas simplement en altérité symbolique, mais en proposition programmatique. Ça, avant, ça n'existe pas. Et par exemple, l'altérité, significativement dans la première période, sur la question de l'école, elle est plutôt marquée par la tradition du syndicalisme révolutionnaire que par la tradition socialiste à proprement parler. Et c'est significatif. Et or, cette tradition-là, évidemment, elle disparaît par la suite. D'abord parce que les syndicalistes révolutionnaires s'en vont, et puis parce que le parti lui-même change, j'allais dire, son rapport à l'institution et notamment à l'école. Voilà. Donc, encore une fois, hein, c'est plus un souci d'articuler que d'opposer des modes d'analyse et d'interprétation. Sur la dernière analyse, on est tout à fait en accord, hein, en illustrant la délégation au syndical et au syndicalisme révolutionnaire, hein, dans un premier temps, nous l'avons dit, et ensuite, de fait, je crois aussi que ça a été dit dans notre conclusion, à savoir que entre 34 et 37, effectivement, sur le plan scolaire, c'est une politique de soutien aux initiatives et aux réformes de Jean Zay, et pas encore une politique propositive. Hein. Et de fait, en 38, il y a une proposition, enfin 37-38, hein, je crois, une proposition de participation effective du parti au gouvernement, mais qui ne sera pas retenue pour les circonstances politiques de l'époque. Et là, on s'avance plus, alors il faudrait le regarder sur le plan scolaire, mais ça s'affirmera pendant la résistance, une proposition véritablement programmatique alternative. Je crois que là-dessus, on est en accord. On peut discuter sur effectivement la spécification des concepts du pari et du soupçon, mais on a essayé de le faire sur la base de documents express émanant du parti. Peut-être les remarques de Pierre Roche, Serge, c'est ça? Mais oui, voilà, ce serait bien. À moins que Pierre Calvert. Non, mais justement, à propos des remarques de Pierre Roche, si j'ai bien compris, oui, est-ce que 49, c'est pas le retour à classe contre classe d'avant, quoi, enfin, alors, moi, je pense que c'est pas un retour à l'identique du tout. C'est très particulier la période. Alors moi, je vais travailler ça dans le temps, il y a longtemps, en travaillant sur la réception, enfin la façon dont le parti français avait répercuté l'affaire Lysenko. Et ce que j'ai essayé de montrer à l'époque, est-ce que je pense que je serai toujours d'accord aujourd'hui, j'espère, mais il faudrait que je discute avec moi-même pour ça. Mais c'est que avec la question du lysenkisme et l'opposition classe bourgeoise, sciences bourgeoises, sciences prolétariennes, d'une certaine façon même qui a été davantage théorisée par le parti français que par le parti soviétique, hein, dans ces termes-là en tout cas,
il s'agissait de faire une espèce de synthèse assez risquée entre l'idée effectivement d'une opposition absolue qui peut faire repenser aux années 20, et en même temps de garder d'une certaine façon la posture de l'héritage, au sens où le thème fondamental des communistes français à l'époque, c'est Lysenko est le représentant du véritable universalisme et voilà, et les lumières du marxisme. C'est du lamarckisme. Hein, et voilà, et c'est oui, la marque, oui, voilà, absolument. Et alors, c'est très étonnant de voir quand même la variation, parce que à la lumière du marxisme dont Stéphane a parlé, il y a effectivement un article de Marcel Prenant, qui était biologiste, sur la biologie soviétique, mais qui, Marcel Prenant valorisait, c'était Vavilov. Hein, Vavilov, qui était le grand biologiste à l'époque de l'époque, mais à l'époque d'avant Lysenko, d'avant Mitchourine. Hein, et effectivement, et le même Vavilov que le lysenkisme a complètement détruit, non seulement scientifiquement, mais littéralement physiquement. Hein, il y a donc bien une différence d'une certaine façon, mais en même temps, le lysenkisme reprend le même programme sur des bases qui peuvent ressembler, mais uniquement formellement, à l'opposition, enfin, classe contre classe. Il y a une espèce de synthèse quasi impossible entre la logique de l'opposition et une aspiration ou une prétention à l'universalisme, qu'il n'y avait pas du tout, à mon avis, dans les années 20. Et pour poursuivre dans le même sens, il me semble que… Bon, c'est pour ça que l'action de Pierre Roche est très intéressante, parce que ce qui se passe, c'est pas un retour à l'ancienne, même s'il y a certaines logiques que nous avons évoquées qui ressurgissent. Mais justement, alors déjà, selon les revues, la nouvelle critique et la pensée, la question de Lysenko n'est pas du tout traitée de la même façon, parce que c'est pas les mêmes générations, c'est pas les mêmes auteurs. Prenant aura ensuite de gros problèmes, voilà, mais il défendra jusqu'au bout le darwinisme, avec Tessier qui prendra du recul. On parle rarement de Tessier, que j'aime beaucoup, moi, mais y compris Vallon, ces intellectuels-là, avec quelques remous et quelques complexités, grosso modo, ne changeront pas d'avis, quoi. Voilà. Donc, et c'est bien les mêmes, ce sont bien les mêmes ingrédients qui composent le mouvement communiste, le parti communiste, aux deux époques. Même si ça prend, je suis assez d'accord avec Pierre, ça prend pas la même forme, même s'il y a des effets d'écho, quoi. Voilà. Alors, le chantier est toujours vert, dit Pierre, il faudrait au moins faire état de l'historiographie qui n'est pas nulle, tout à fait, oui, avec Lindenberg, etc. Et le thème de la laïcité, effectivement, moi, il me semble, je ne sais pas ce qu'en pensent les collègues, mais sur la laïcité, dès le début, ça mérite prudence, parce que quand il y a une critique de l'école laïque, il n'y a pas de critique sur le principe de laïcité. Il y a une critique sur le fait de dire c'est bien beau d'être neutre sur le plan religieux, mais ça ne suffit pas, si je me rappelle bien. Et que, au fond, c'est presque un soupçon d'hypocrisie d'être contre la réaction en surface et pas en profondeur, et que si on l'était profondément, mais ça c'est à nouveau présent pendant l'occupation, c'est que dans le texte de Cognon en 1943, il y a le fait de dire très bien la laïcité contre les curés, etc. Je ne sais plus comment c'est tourné, il le dit plus habilement, parce qu'il est quand même agrégé de lettres classiques, donc il n'écrit pas n'importe comment. Mais cette idée de la neutralité, voilà où elle nous a conduit. L'école de la République n'a pas mobilisé contre le fascisme, elle a failli. Et donc, il y a un rapport à la fois de revendication de les vrais laïcs, c'est nous, mais qui n'est pas une revendication de neutralité. Donc là, il y a à la fois, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Alors, si on lit, alors cette fois, le pamphlet très promu par les cahiers de contre-enseignement prolétarien, le pamphlet de Joseph Boyer,
il y a l'idée que la laïcité est un masque pour la domination de classe. Hein. C'est une illusion pour justifier la domination de classe. Hein. Je cite là le texte de Boyer, l'école laïque bourgeoise contre la classe ouvrière révolutionnaire. L'école laïque n'est donc qu'un instrument de la classe bourgeoise. Osons le dire, il est faux que par le seul fait d'instruire les hommes, on les libère. Donc, critique de l'école émancipatrice, Voilà, de l'école libératrice. Là, on est moins sur la laïcité que sur oui, l'autre. on est bien dans la différence, l'alternative avec les positions socialistes, hein, cette fois. L'instruction donnée dans un régime de classe par la classe dominante à la classe exploitée n'est qu'un instrument d'asservissement. Elle sert au clergé et à l'école religieuse à empoisonner les cerveaux par la religion, opium du peuple. J'avais plus en tête exactement la citation, mais par devers moi, je pensais opium du peuple. Et elle sert à l'école laïque et à la presse bourgeoise à les empoisonner par les dogmes bourgeois. C'est donc bien un instrument de mystification. Et dans le texte de Cognot en 1933, il me semble qu'on va retrouver les mêmes arguments. En 1933, hein, ensuite, à partir de 1934, il y a un basculement qui s'opère, comme tu l'as bien montré également. Et il me semble que dans les années post-Seconde Guerre mondiale, moins étudier les textes sur la laïcité, mais Pierre Kahn peut peut-être dire ce qu'il en pense. On n'est pas dans une reproduction à l'identique, loin de là, de ces positions-là, mais on est dans une position beaucoup plus dialectisée. Hein. Même si, juste avant que Pierre parle, l'autre Pierre Roche précise qu'en 1949, il est question de laïcisme et Cognot doit se justifier par rapport à une déviation laïciste où il en ferait trop. D'accord. Oui, mais c'est le Cognot de 49. C'est ça, c'est plus le même. C'est pas le Cognot de 33. On est d'accord. J'ai pas la citation sous les yeux, mais je peux la retrouver, la citation de Vas-y, Cognot. Pierre. Quant à l'historiographie, je voulais simplement abonder complètement dans le sens d'André. Ce que tu dis, Stéphane, sur l'idée de la position du Parti communiste, comme au fond nous sommes les vrais laïcs et l'école bourgeoise trahit la laïcité, la vraie laïcité, ça c'est une position qui à mon avis n'arrive que oui en 1934. Avant, oui, tout à fait, on est clairement dans l'idée que tu as d'ailleurs énoncée, à savoir je suis d'accord. Je suis d'accord. La laïcité participe à la mystification. La critique de l'école mystificatrice, c'est aussi la critique de la laïcité. Ça, pour moi, c'est tout à fait clair. Effectivement, en 1949, après, c'est un peu différent. Mais là, effectivement, le Parti communiste, qui est devenu effectivement le tournant républicain, il endosse la laïcité, c'est certain. Et il endosse une position sur la laïcité qui n'est effectivement pas celle d'autres qui va qualifier de cléricale ou crypto-cléricale, etc., etc. Roger a envie d'intervenir. Non, vas-y. Moi aussi. Juste sur un petit point là, sur la laïcité, il ne faut pas oublier quand même que la pensée, j'allais dire, du mouvement ouvrier, dès le départ, est confrontée à une contradiction. Le mouvement ouvrier, il est pour la laïcité. Il est dans la continuité de la Commune qui a proclamé l'école laïque, gratuite, etc., etc. Mais l'école laïque, c'est l'école de Jules Ferry. Et Jules Ferry, c'est le massacreur de la Commune. Et donc, j'allais dire, toute l'histoire du mouvement ouvrier est travaillée par cette opposition. Et dans un premier temps, je dirais, le Parti communiste qui ne peut pas être contre la laïcité, dans la période qui est la période, évidemment, classe contre classe, est totalement critique à l'égard de l'école laïque, qui participe de la mystification. Pas la laïcité, mais l'école laïque. Et par contre, en 1949, il faut tenir compte d'une chose, c'est que à partir de 50-51, la question laïque rebondit. Jusqu'en 50-51, l'État ne finance pas les écoles privées. À partir de ce moment-là, à partir du moment où il y a les lois, qui sont les lois Marie-Baranger, la question laïque rebondit, et pour le PC, justement, c'est une manière finalement de faire la différence avec la troisième force. Parce que la troisième force est accusée d'avoir permis ce glissement, et donc
la laïcité, c'est un terrain de rassemblement qui peut être en même temps compatible, j'allais dire, avec la logique qui est la logique de guerre froide. Parti américain contre camp de la paix. Voilà. D'une certaine manière, les faux laïcs, entre guillemets, sont du côté du parti américain et le parti communiste, lui, va rassembler les vrais laïcs qui, par définition, sont contre le parti américain. Tout à fait. Oui, moi, Vas-y, Charles. je voudrais dire que cette discussion, elle illustre assez bien la réponse à la question que Pierre Roche posait, de savoir la parenté, la différence entre 49 et les années 20. Alors, on voit bien que l'argumentaire que Roger signale ne revient pas, ne remet pas en cause ce qu'on pourrait appeler l'ambition ou la question du savoir. Mais qui contrôle le savoir? Tandis que dans les années 20, la critique à l'école laïque, elle est la même que la critique à la démocratie parlementaire bourgeoise. C'est-à-dire qu'elle touche au contenu même et à la diffusion même des savoirs dans les années 20. Ce que vous appelez la mystification, j'appellerais ça, c'est l'école comme mystificatrice générale, quoi. C'est-à-dire que les contenus de savoir diffusés sont des savoirs instrumentalisés au service de la bourgeoisie, de l'exploitation, et qu'il faut récuser dans leur économie générale, pas point par point, mais dans leur économie générale. On n'est plus dans cette situation dans les années 49-50. C'est pas ça. Au contraire, il y a l'idée qu'il faut défendre d'une certaine manière l'école contre justement ceux qui veulent la dénaturer, ceux qui veulent l'utiliser, le parti américain, la troisième force, etc., ce que dit Roger. Donc, il y a un cap qui a été franchi. Je voudrais, si je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quelque temps, Roger, Jean Vigreux et moi, on a commis un petit ouvrage sur l'histoire du Parti communiste, qui s'appelle le Parti rouge. En même temps, notre ami Michi a fait un livre aussi sur le communisme. Et on a eu à plusieurs reprises des discussions avec lui sur cette périodisation. C'est juste la périodisation que je voudrais évoquer. Et pour Juan Michi, le Parti communiste cesse vraiment d'être lui-même à partir de 1934. Il a les grands idéaux, on va dire émancipateurs, critiques, sont abandonnés ou largement édulcorés après 1934. Et d'une certaine manière, cette question peut se poser à propos de l'école. C'est-à-dire, est-ce que la critique radicale des savoirs bourgeois formulée dans les années 20, est-ce que cette critique radicale est abandonnée après, comme d'aucuns le disent, parce qu'après 68, on aura 1968 un retour vers cette question de l'abandon de la position de critique radicale des savoirs véhiculés par l'école de la bourgeoisie. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que cette question de la périodisation, en fait, elle recoupe au niveau de l'école quelque chose qui résonne ailleurs, hein. Même s'il y a une spécificité que vous avez bien identifiée. Voilà, c'était une remarque en passant. Je veux bien dire deux mots. D'abord, sur la question de la laïcité, et bon, j'ai retrouvé la citation de Cognot de 1931, qui est quand même plus subtile que la position de Joseph Boyer. Et malgré tout, voilà, mais qui répond en même temps à l'idée de critique radicale. J'aime bien la distinction qu'a opérée Roger Martelly entre laïcité et école laïque. Oui, c'est ça. Hein, voilà. Et qui fait, à mon avis, implicitement cette distinction, et qui réussit aussi à poser l'altérité fondamentale avec les réformistes, avec les socialistes, en gros, et avec ceux qu'il appelle les centristes de la direction
de la FUE, hein, qui ne sont plus communistes à l'époque, ils ont quitté le parti vers les années 28-29, hein, mais qui sont encore à la FUE avant la réunification. Alors voilà la citation de Cognot qui est dans À bas le cinquantenaire de l'école laïque bourgeoise, cahier du bolchevisme numéro 4, avril 31. Quant aux centristes de la direction de la FUE, ils ont décidé de dénoncer bravement la carence de l'État bourgeois en matière scolaire, ce qui permet commodément de ne s'en prendre qu'au manque de lavabos et à l'exiguïté des locaux scolaires. Comme si ce n'était pas important aussi, hein, et comme si les municipalités communistes ne le faisaient pas. Chose non négligeable, sans aucun doute, il ajoute, sans attaquer de front l'enseignement de classe de la bourgeoisie. Voilà. Loin de là, ils éveillent l'espoir de son perfectionnement, précisément dans sa période de fascisation. Hein. Donc, contextualisation, etc. Et attaque radicale contre les contenus, hein, de l'école laïque bourgeoise. Et pour le cinquantenaire, il ne recommande que la commode abstention. De tels adversaires, le capitalisme n'a rien à craindre. Hein. Voilà, c'est position de Cognot 31. Hein. Voilà. Alors, sur la dernière remarque de Serge Volikov, à l'inverse de la thèse de Julien Michy, hein, je pense qu'on peut soutenir la thèse, et elle a été soutenue par certains, que le PC devient lui-même en 34-35, hein, et lorsqu'il se fait lui-même PCF, et héritier critique de la tradition au moins intellectuelle, philosophique française. Hein. C'est ce qu'on a essayé de montrer, ce basculement entre une critique radicale des savoirs bourgeois qui fait que rien n'est à retenir de l'école en régime bourgeois, et on pourrait même aller plus loin, rien n'est à retenir de la forme scolaire ou de ce que certains appellent la grammaire scolaire. Hein, voilà, il faut repartir sur de nouvelles bases, repenser l'école de fond en comble, y compris et principalement ses savoirs, ses contenus, mais aussi son organisation, hein, sa structuration et son rapport à la société. Et basculement qui s'opère donc à la même période, à partir de 34-36, où on passe à la théorie de l'héritage critique, hein, où certes cette critique radicale demeure en arrière-fond, mais en sauvegardant le noyau de vérité, et ça c'est bien explicité dans le texte de l'esquisse de 43 dont a parlé Stéphane tout à l'heure plus en détail, mais nous, c'était pas notre période exacte là, où le noyau de vérité de certains éléments de la culture héritée doit être sauvegardé et proposé à l'instruction de la grande majorité des enfants de ce pays. Vas-y Pierre, plusieurs remarques. Pierre a demandé la parole dans le feu de la discussion, là, visiblement. Alors, quel Pierre? Toi, Pierre Kahn. Oui, moi, Pierre Kahn, d'accord. Oui, non, je voulais dire deux choses. La première, c'est peut-être dans cette espèce de processus de récupération de l'héritage, hein, de posture d'héritage critique, il ne faut pas négliger un point qu'à mon avis Stéphane a très très heureusement souligné, c'est le contexte de la montée des fascismes et de l'irrationalisme. Hein, je pense qu'il y a là quelque chose qui est tout à fait important pour comprendre aussi comment le parti a pu évoluer dans ses positions. Alors, et puis maintenant, sur la question de savoir quand est-ce que le parti est lui-même, moi, je trouve que c'est une question trop platonicienne, qui suppose que l'essence précède l'existence. C'est ça. Éthique politique et historique. Oui, absolument. Il me semble en revanche, et pour aller peut-être un peu dans le sens d'André, que c'est à partir de son tournant de 34 que le parti a pu très durablement s'inscrire dans le tissu social français comme il l'a fait pendant de nombreuses années. Voilà, ce tournant est une des clés, à mon avis,
de son succès, enfin en tout cas de son importance. Alors évidemment, il y a eu d'autres choses, il y a eu la guerre, la résistance, etc. Mais je pense que ça c'est tout à fait important. Il était très très difficile pour le parti de pouvoir jouer un rôle sans assumer une position de d'héritage critique. Bon, et la référence à Descartes est tout à fait. Et alors j'ai appris effectivement, je ne le savais pas, avec un délice extraordinaire, qu'il y a eu un 500e ou un 400e, je sais pas, anniversaire du Cogito. Alors ça, je trouve ça formidable. Alors, et je vous invite à lire le livre que nous venons de sortir, où c'est raconté par le menu. Et hop, un petit coup de pub. Mais je dirais, vas-y Roger. Stéphane, la pensée est restée la revue du rationalisme moderne C'est ça. pendant toute la période de la guerre froide. Donc, de ce point de vue, c'est un des éléments qu'il faut que la rupture, qui est la rupture de 47, est une rupture culturelle, mais qui n'a été une rupture une rupture politique que, j'allais dire, pendant une relativement courte période. Voilà. Et en tout cas, la rupture culturelle n'aboutit pas à un retour à la case départ. Moi, j'ai même envie de dire que c'était même pas une rupture culturelle, que c'était qu'il y avait une espèce d'inauthenticité profonde dans la position du parti à partir de 47. En tout cas, du côté des intellectuels communistes qui ont très largement contribué à diffuser le thème de l'opposition de la culture bourgeoise, de la classe bourgeoise et de la classe prolétarienne. Moi, je me souviens d'en avoir discuté avec Jean Toussaint de Santi, qui était un des grands auteurs à l'époque dans la Nouvelle Critique, hein, qui vantait Staline, savant d'un type nouveau, etc. Et il me disait, tout benoîtement, on était, disait-il, le dicranoï, un double crâne. Je disais ça parce que le parti me disait de le dire, mais je n'y croyais pas et personne n'y croyait. Strictement personne n'y croyait. Et puis par ailleurs, je continuais tranquillement mes études sur les idéalités mathématiques. Je pense que la période, disons 47, alors après où la terminer, 52, 56, peu importe. Moi, je la terminerai plutôt en 52. C'était une parenthèse. C'était une parenthèse et un truc absolument pas tenable. Il y avait quelque chose d'un petit peu. Je pense que c'était une fausse rupture culturelle. Le parti est revenu. Ne serait-ce qu'il a essayé à la même époque de continuer à vouloir assumer la posture d'héritage en disant les vraies lumières, c'est Lysenko. Donc, au fond, il y a une continuité entre Diderot, d'Alembert, l'encyclopédie et Lysenko. Et c'était évidemment une position littéralement impossible à tenir. Voilà. C'est pour ça que parfaitement d'accord, mais du coup, c'est pour ça que c'est important de rappeler, parce que là on est un peu trop spécialiste et je pense à mes étudiants qui, je sais qu'ils regardent ce genre de choses et donc voilà, donc je voulais rappeler deux choses. C'est que Roger parlait d'altérité, mais aussi d'adversité, c'est-à-dire que par moment, le contexte historique amène à s'opposer à des choses et du coup par mouvement de balancier incontrôlé, ça en arrive à faire parfois à déraper dans l'autre sens. Et je pense que c'est plutôt de cet ordre de choses parce que la menace, parce qu'en même temps, la troisième force dans laquelle il y avait quand même historiquement des républicains, qui fait des cadeaux pareils à l'école publique avec loi Marie Baranger, avec le plan Marshall, etc. Je veux dire, les communistes ne l'ont pas inventé, quoi. Bon, c'était bien des menaces, mais du coup, c'est la façon de réagir à ça et à tout assimiler en bloc en face qui pose plutôt problème. Et juste sur, est-ce qu'il y a des contenus contenu bourgeois et contenu alternatif, etc. Je reviens à ça pour mes étudiants, parce que nous, on est entre spécialistes qui savons, et j'ai toujours peur. Effectivement, cette idée de c'est pas conciliable ou c'est conciliable qui va évoluer, comme on l'a dit les uns et les autres, il faut rappeler, pour ceux qui connaissent pas trop la période, que l'école de la Troisième République des années 20 n'était pas une école neutre, quoi. Je veux dire, nous on le sait, mais voilà, elle bombardait sur il faut être Pierre a disparu, j'espère qu'il va revenir. Il faut accepter sa position modeste. Je veux dire, elle inculquait une place dans la société. Elle inculquait une hiérarchie des métiers, et donc ce qu'on a essayé de montrer les uns les autres et qui s'est décanté,
C'est est-ce que de l'intérieur de l'école et de l'intérieur de la République, on pouvait contester ça ou pas? Mais le point critiqué n'était pas fantasmé, n'était pas inventé, quoi. Voilà. On peut ajouter de ce point de vue ségrégatif de l'école républicaine C'est ça. que je ne sais pas si les étudiants le savent, mais ils doivent le savoir quand même, c'est que le secondaire, c'est-à-dire le lycée, est payant jusqu'aux années 30. Hein. Le lycée public est payant jusqu'aux années 30. Alors, moi, je voulais juste faire une petite allusion à ce que tu as dit tout à l'heure dans ton exposé concernant les méthodes. On a beaucoup parlé des contenus culturels de l'école républicaine et de leur critique, donc critique des savoirs, mais il y a aussi une question de méthode. Et tu as argué que dans le parti, on reproduisait assez largement des méthodes utilisées de manière dominante dans l'école d'État, à savoir méthode livresque, scolaire au sens le plus traditionnel du terme, etc. Alors, c'est vrai que les écoles du parti ont fonctionné sur ce modèle-là, hein, tout à fait d'accord. Et en revanche, si on regarde ce qu'on a appelé l'effervescence intellectuelle du parti des années 21, 22, 24, etc., il y a parmi les syndicalistes révolutionnaires membres du PC des partisans des méthodes actives, des méthodes de la pédagogie nouvelle, etc. Voilà, à mettre en relation avec la création du GFN. On pourrait trouver dans l'Humanité de ces années-là un article d'un Pierre Berthelin, par exemple, que ne renierait pas tout partisan de l'éducation nouvelle. Et je rappelle aussi que Freinet, donc, qui a adhéré en 25 ou en 26, Freinet est membre de la minorité oppositionnelle révolutionnaire. Hein. Il n'est pas parmi les syndicalistes révolutionnaires dirigeants de la FUE, mais il est dans la minorité oppositionnelle révolutionnaire et il développe… il est défendu par Cognot auprès du ministre Montagnier, voilà, tout à fait, sur les méthodes. Tout à fait. Et ultérieurement, il a une correspondance privée spécifique avec Maurice Thorez et il est en grande partie défendu par Maurice Thorez également. Très bien, merci. Roger… Juste, c'est dans la réflexion là, sur la différence entre classe contre classe et la période de la guerre froide. Ce qui est en commun, c'est le caractère binaire de la répartition du monde. Il y a deux classes, il y a deux camps. Ce qui fait la différence, c'est que dans un premier cas, l'opposition, c'est entre bourgeoisie et prolétariat. Donc, la démocratie, par exemple, est en bloc du côté de la bourgeoisie. Dans l'autre cas, c'est deux camps, deux systèmes qui sont face à face. Et dans ce système-là, par exemple, on peut se saisir de la revendication démocratique contre le camp de la guerre. Voilà. Et donc, c'est d'une certaine manière une coupure en deux, donc risque de simplification et de sectarisme, mais les contenus qui sont mobilisés dans la conjoncture ne sont pas les mêmes. Et absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui font l'objet de la discussion? Parce que nous avons eu une bon échange de vues sur les interventions. Ces interventions, elles vont être écrites, Stéphane? Celle de Pierre Kahn et de moi doit paraître, bon, évidemment, dans une version autre que celle qu'on vous a dite ici, parce qu'on l'a synthétisée, dans un prochain numéro d'Histoire de l'éducation, de la revue Histoire de l'éducation. Et moi, comme toujours, Serge, il faudrait que je m'en soucie. Et est-ce qu'on ne pourrait pas, une fois que ça sera publié dans cette revue, c'est accessible comment? C'est une revue payante pour les initiés ou on peut avoir un lien? C'est une revue
papier. Alors, je ne sais pas quelle est la politique de la rédaction de cette revue. Alors, elle est sur Kern, mais je ne sais pas si elle est en accès libre. Non, mais au moins, si on pouvait avoir date de parution. un résumé Non, substantiel ou un petit mais résumé quand même, ça serait vraiment bien. Serge, je crois qu'on pourra s'entendre. On connaît quand même les membres de la rédaction en chef de cette revue et on pourra s'entendre avec eux très certainement, soit pour un résumé substantiel, Oui. soit pour Un lien ou une possibilité. un lien. Voilà, tout à fait. tout à fait. Je dis ça parce que d'une part, vos exposés étaient stimulants et remarquables et que l'écrit nous réservera encore de bonnes surprises. Et puis deuxièmement, parce que c'est le début d'un travail. Enfin, c'est le début. C'est un moment dans un travail qui se prolonge, que Stéphane pilote sur l'école, le Parti communiste et les questions scolaires, et qui Oui, tout à prend fait. donc, là, on vient de discuter d'un moment fort, d'un moment fondateur, enfin, autour des moments fondateurs. Mais comme toujours, ces moments fondateurs, on les revisite. Tout à l'heure, on parlait de 68 ou d'après, ou aujourd'hui, avec la revue et tout le travail autour de l'école et la nation, ça peut être l'occasion de pouvoir revenir sur le travail de cette séance d'aujourd'hui, quoi. Et quitte après à rassembler tout ça dans quelque chose qui fera sens. Mais ça, c'est Stéphane qui a des idées, qui a plein d'idées. Et la pensée est là aussi pour accueillir ce type de travail et de réflexion à un moment donné. Donc tout ça, quand on est à chaud et qu'on peut l'écrire, c'est bien, quoi. Parce qu'après… Oui, ils l'ont écrit. Moi, il faut que je le fasse. Voilà. Oui. Je ne dis pas ça pour toi, Stéphane, mais même, et pourquoi pas aussi. Voilà. En tant qu'enseignant-chercheur, et là je crois, je parle aussi au nom de Pierre Kahn, nous ne pouvons qu'être d'accord avec cette perspective que vient de tracer Serge Volikov, hein, et nous sommes tout à fait convaincus de l'importance du travail mené sur les questions scolaires, enfin autour de l'école et la nation, en amont et en aval, hein, de la création de la revue. Alors, par rapport à une remarque qu'a faite, me semble-t-il, sur le chat Pierre Roche tout à l'heure, concernant l'historiographie scientifique sur le PC et la question de l'école, bon, nous l'abordons dans notre article. Nous n'ignorons pas le travail de Lidenberg, bien entendu. Nous n'ignorons pas la thèse de Pierre Roche, bien sûr, mais c'est la période ultérieure après celle que nous traitons. Nous n'ignorons pas le travail de Marc Riglet, qui est un article dans la Revue française de sciences politiques, je crois, mais qui remonte assez loin, sur les révolutionnaires et la question scolaire. Bon, il y a le livre de Domengel, Les socialistes et l'éducation, etc. Mais il est vrai que dans les histoires du Parti communiste et dans l'historiographie scientifique précise sur cette période entre 1920 et 1934, et l'école, et l'école au sens spécifique, la politique scolaire, il y a presque rien. Il y a un mémoire de maîtrise dirigé par Giraud et Pro en 91, mais c'est tout, qui n'a pas été publié, etc. Bien. En tout cas, comme l'a montré Stéphane, il y a déjà une richesse documentaire grâce aux brochures, grâce à toute une série de textes qui ont été numérisés. Si vous, en avançant, vous voulez en quelque sorte, en liaison avec vos travaux, constituer ce qu'on pourrait appeler le corpus documentaire de référence, ça peut être très intéressant. La liste, il y a une bibliographie, mais il y a aussi la liste des documents qui sont les documents de référence que vous venez de citer tous les deux ou que vous avez cité avec Pierre. Et ça peut être intéressant de constituer ce corpus, quoi, de le rendre accessible. Et dans le chat, il y a notre ami Paul Devem, président de l'Institut de recherche de la FSU, qui nous signale, il a été voir en direct, que Histoire de l'éducation, la revue publiée par l'IFE, est gratuite au bout de 2 ans à partir de sa présence sur Open Edition. Voilà. Bon, voilà, il y a une barrière mobile, c'est très bien. Après, cette barrière mobile, on pourra intégrer tout ça, très bien. Et revoilà Pierre. Oui, écoutez-moi, je n'avais pas fait attention que au fait que mon ordinateur est complètement déchargé.
Bah oui, voilà. Mais tout le monde a moi, j'ai Mais les ordinateurs. Vous avez eu de la chance, vous n'avez pas vu vous m'avez pas vu, mais vous m'avez assez entendu. Est-ce qu'on peut considérer que notre réunion, notre séance d'aujourd'hui est terminée? Peut-être veux-tu annoncer la suite des travaux dans ce domaine, dans le domaine de l'école et d'histoire de l'école du parti et l'école et la nation, Stéphane? Pas des dates parce que je suis en train de construire le programme avec des Non, mais pas les dates, intervenants, mais mais la- on va l'annoncer le programme. bientôt. Voilà. Voilà. Par très contre, on bien. peut simplement dire que sur le site de la Fondation Gabriel Péry, il y a une page dédiée au chantier de l'école et la nation. J'avais mis le lien tout à l'heure Voilà. et que vous pouvez vous inscrire parce qu'il y a une liste de diffusion pour être tenu à jour des infos à venir. Ben, très bien. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à tous.